Bienvenue dans le débat de France 24. L'affaire des quotas, l'affaire qui ébranle le football français. Laurent Blanc, vous le savez, a été auditionné aujourd'hui. Le site Mediapart a révélé une conversation à la Fédération française de football à laquelle a assisté le sélectionneur français. L'un des participants propose lors de cette conversation d'imposer des quotas pour avoir moins de binationaux. Pourquoi? Alors officiellement parce que certains de ces joueurs binationaux décideraient de jouer non pas dans l'équipe nationale française mais dans le pays d'origine de l'un de leurs deux parents. À la FFF, à la Fédération française de football, la conversation a ensuite dérapé sur les grands, costauds et puissants, sur les noirs. Le football français est-il raciste? Comment a-t-on pu en arriver là après notre victoire de 98, symbole d'une France multiculturelle qui gagne? Ces dérives verbales sont-elles à l'image aujourd'hui de la société française? Je vous présente tout de suite nos invités. Joël Edegui-Ngong, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes présentatrice de Stade Africa sur TV5 Monde. Jean-Claude Mbouvim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Foot Solidaire. Joachim Barbier, bonsoir. Vous êtes journaliste à SoFoot. Avec nous en direct de Tel Aviv, Luis Fernandez, bonsoir. Vous êtes ancien international français. Vous êtes actuellement le sélectionneur de l'équipe d'Israël. Et puis, dans quelques minutes, nous retrouverons dans cette émission Claude Leroy qui se trouve à Avignon. Claude Leroy qui entraînait encore il y a quelques jours l'équipe nationale syrienne, qui a entraîné le Ghana, le Cameroun, le Sénégal et qui a également entraîné l'équipe de Strasbourg. Alors, ces propos de Laurent Blanc, c'était le 8 novembre 2010. Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand, costaud, puissant? Il l'a répété 3 fois. Les Blacks. Et c'est comme ça, c'est un fait actuel. Je crois qu'il faut recentrer, surtout pour des garçons de 13-14 ans, 12-13 ans, avoir d'autres critères modifiés avec notre propre culture. C'était le 8 novembre donc 2010, lors de cette conversation au sein de la FFF. Luis Fernandez, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Merci encore d'être avec nous. Première question, Luis Fernandez, est-ce que vous avez été choqué par ces propos de Laurent Blanc? Luis Fernandez, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Laurent Blanc? Non, mais c'est pas Laurent Blanc. Non, moi je ne suis pas de ceux qui ont tout de suite montré du doigt une telle ou une telle personne. Je dirais tout simplement qu'il y a une réflexion, il y a une réunion qui se déroule sur une réflexion qui a lieu d'être, parce qu'il y a eu Naïsna il y a 6 mois, et sur laquelle il faut se poser des questions sur un futur, sur une formation sur laquelle on doit travailler, on doit penser maintenant. Que Laurent Blanc, il faut savoir exactement ce que Laurent Blanc dans cette réunion venait faire, maintenant en tant que directeur, en tant qu'entraîneur national. Il pouvait éventuellement participer et échanger. Maintenant, elle a duré assez longtemps. Vous savez très bien, c'était un mot qui a été pris, quelque chose qui a été dit. Connaissant bien Laurent Blanc, parce que c'est un ami intime, parce que je le connais remarquablement depuis pas mal de temps, j'ai eu l'occasion de porter le maillot de l'équipe de France avec lui, j'ai eu l'occasion d'être avec lui. Ce n'est pas ce personnage que l'on décrit, que l'on dit, que soi-disant pendant une semaine j'ai pu lire, entendre qu'il était soi-disant raciste, il ne l'est pas. Et c'est vrai que dans cette réunion, quand on fait des allusions à des communautés, ça me gêne, ça me dérange, parce que je suis issu de cette immigration et j'ai fait partie de cette équipe de France. Maintenant, sur les quotas et sur les communautés citées, ciblées, ça me dérange et je suis vraiment scandalisé. Je ne peux pas laisser dire, c'est dans une réunion comme ça, c'est inadmissible et inacceptable, voilà. Luis Fernandez, est-ce que l'équipe de France a déjà été lésée par ces binationaux? Alors le cas des binationaux, il faut bien le comprendre, parce qu'on se fait une fixation sur les binationaux. Les binationaux, c'est des jeunes qui arrivent à un certain âge et qui ont la double nationalité. Et pour certains d'entre eux, quand la porte de l'équipe de France n'est pas accessible, ils ont peut-être cette opportunité, cette possibilité de pourquoi pas jouer dans leur nationalité d'origine, pour certains Algériens, Marocains ou Tunisiens ou Maliens ou toutes ces communautés africaines. Je dirais tout simplement, c'est pour eux peut-être une opportunité de pouvoir jouer une compétition qui est une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique. Moi, là, sur ce sujet-là, sur les binationaux, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. Je pense qu'après, les débats, c'est sur la discussion sur laquelle il faut être très intransigeant
soi-disant, et là il faut faire très attention sur ces fameux quotas, et sur ces fameuses discussions qu'il y a eu sur les quotas. Alors là, il faut faire très attention à cela, parce qu'il y a aussi des formateurs, il y a des éducateurs qui travaillent au quotidien, qui sont avec ces jeunes, et qu'il ne faut pas commencer à faire des amalgames et avoir des préjugés. Et là, il faut faire très attention, parce qu'on est dans un pays comme la France, et que dans ce pays-là, vous savez très bien, l'immigration est assez forte, assez présente, et que ces jeunes de quartier, ces jeunes joueurs qui jouent, qui participent, qui grandissent, il ne faut pas commencer dès leur jeune âge, alors déjà à stigmatiser, vous voyez ce que je veux dire. Dernière question, Luis Fernandez. Est-ce qu'on manque aujourd'hui de jeunes plus techniques, comme le dit Laurent Blanc? Alors, sur ce débat-là, il y a de quoi peut-être, et il ne faut pas non plus trop focaliser. Il y a certainement un travail à faire, il y a un travail à revoir. Notre formation était une des formations que l'on regardait, que l'on savait, que l'on était en train de prendre exemple sur elle. Depuis 98, après 98, il y a eu du laisser-aller. Il y a eu un laisser-aller où l'on s'est peut-être un peu enflammé, on a peut-être qu'il fallait peut-être travailler différemment, qu'il fallait penser à autre chose. Maintenant, il faut se reconcentrer, redéfinir un travail au quotidien, retravailler avec les jeunes, la technique, le physique, on en a besoin. Vous savez, on prend exemple sur le Barça, mais sur le Barça, vous avez aussi des éléments qui sont grands, et vous avez aussi des petits... il faut trouver le bon équilibre, et je pense que c'est le travail qu'il faut mettre en place au niveau de la DTN, de la Direction Technique Nationale, voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas ce bon équilibre? Sur ce, on s'est porté un peu ces derniers temps, et on le voit que le travail de ces gamins, moi je montre souvent en exemple en ce moment, c'est un garçon que j'aime beaucoup, c'est ce petit Boudouboul qui joue du côté de Sochaux, qui est un pur talent, qui est peut-être pas physique, mais il est technique. Et on a besoin de garçons comme ça dans le jeu, et on a aussi besoin de joueurs qui ont une certaine taille, parce que la taille aussi, elle a son importance pour les coups de arrêté dans le jeu, et un grand peut aussi savoir bien jouer avec ses pieds. C'est pour ça qu'il faut savoir trouver le bon compromis, on va dire. Merci beaucoup, Luis Fernandez, d'avoir été avec nous en direct de Tel Aviv. Mille merci. Joachim Barbier, est-ce que vous avez été choqué par ces propos de Laurent Blanc? Ce qui est choquant, c'est qu'on parle quand même d'enfants de 12-13 ans et on leur pose, en gros, on demande à clarifier le projet de ces enfants. Je ne vois pas bien à 12-13 ans comment on peut se définir en projet par rapport au pays où on est né, peut-être le pays de ses parents. C'est juste si on avait posé la question à Laurent Blanc ou aux personnes de la DTN, est-ce que vous vous sentez français, Sévenol, de la ville dont vous êtes originaire? Je pense qu'ils auraient été bien incapables de répondre. Donc voilà, effectivement, on se retrouve dans un cas de figure où depuis que Mediapart a sorti cette affaire, il n'y a que des gens qu'on nous présente comme non racistes. Mais à l'arrivée, on met quand même un projet qui est sur des bases discriminatoires. Donc on est vraiment dans l'exemple type du racisme en France qui est sur l'institution. C'est-à-dire qu'on est en face de policiers qui disent « moi je ne suis pas raciste », mais tous les jours sortent et font des contrôles aux faciès. Donc voilà, effectivement, Laurent Blanc n'avait pas participé à cette réunion, mais lui n'est pas en charge de la détection, de la formation. Il est sectionnaire national et lui prendra toujours les meilleurs. Mais il y a un moment, il y a quand même... le truc le plus choquant, c'est quand il dit « moi j'ai rencontré des gens de la Fédération espagnole et ils disent « nous on n'a pas de black et on n'a pas de problème ». Donc on associe non seulement les Français noirs à certains stéréotypes comme la force physique, on les oppose à l'intelligence du blanc et à notre culture, et aussi on associe le fait que les joueurs noirs seraient à l'origine de certains problèmes, je ne sais pas lesquels. Jean-Claude Mbouhim, vous êtes fondateur de Foot Solidaire, vous luttez notamment contre le trafic et l'exploitation des jeunes joueurs africains. Comment est-ce qu'on peut imposer à un jeune de 12-13 ans de choisir? Mais écoutez, je pense que déjà au départ, c'est un faux débat qui a mal tourné. Et quelque part, en faisant l'analyse, cela fait 11 années qu'on travaille en France pour la protection des jeunes joueurs africains. On connaît à peu près tous les acteurs qui ont pris part à cette réunion. On se rend compte aujourd'hui que ce débat-là, un jour ou l'autre, devait sortir. Il est sorti de cette façon un peu scandaleuse par la presse, mais je vous assure qu'un jour ou l'autre, il aurait fallu que ce débat sorte. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un climat en France, comme disait Joachim tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de racistes. Personne n'est raciste, tout le monde est gentil. Voilà, les gens vont vous dire, ouais, moi j'étais au Gabon, j'ai été au Cameroun, je connais des Angolais, etc. Donc je ne peux pas être raciste. En fait, on se rend compte que même si quelqu'un disait récemment que c'est idiot de faire des quotas parce que de toute façon, la sanction sportive va ressortir. Si vous avez des très bons joueurs que vous laissez de côté parce qu'ils sont noirs, arabes, etc. ou maghrébins, eh bien vous savez que dans les 2 ans, vous allez vous retrouver en 5e division.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème français, il est là. Quand je parle de malaise depuis des années, on a par exemple la question des entraîneurs. Il y a quelque temps, Nordine Kourichi, qu'on connaît bien, qui a été l'un des éminents footballeurs africains, s'est heurté à cette question de racisme. Hein. Quand vous voyez les bancs de touche en France, dans les centres de formation, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs noirs ni maghrébins. Ça pose quand même un vrai problème. Et là, tenter de dire, essayer d'instaurer un débat sur une possibilité de mettre en place des quotas dans le football, franchement, je pense que non seulement c'est idiot, mais en plus, c'est suicidaire et c'est vraiment discriminant. Joël Ndegenong, quand on lit Laurent Blanc, quand on lit le verbatim sur le site de Mediapart, on a le sentiment que les Noirs sont sportifs et physiques et que les Blancs sont techniques. Est-ce que c'est un raccourci ou c'est ce que vous avez cru aussi comprendre entre les lignes? Est-ce que ça vous a choqué? Ah mais moi, ça m'a complètement choquée lorsque j'ai lu justement tout le dialogue, tout l'entretien qu'il y avait entre les différents protagonistes. Ça m'a complètement choquée parce que aujourd'hui, justement, ils nous parlent de binationaux, mais binationaux qui ont une couleur, soit qui sont noirs, soit qui sont arabes, parce qu'il y a des franco-roumains, il y a des franco-polonais, il y a des franco-argentins, franco-allemands. On a le sentiment que la question des binationaux, finalement, n'était qu'un prétexte. Voilà. Ce n'était qu'un faux débat. Oui, c'est un faux débat, c'est complètement un faux débat. Donc à ce moment-là, on est en train de se demander, est-ce qu'aujourd'hui, en plus, ils partent du centre de formation, donc des gamins de 12-13 ans, pour ces enfants-là, qui ont 12-13 ans, qui veulent jouer au football, on va leur dire, c'est un peu leur université aussi, hein, je veux dire, c'est leur faculté, c'est là-bas où ils sont formés. Il faut parler aussi d'éducation. On va leur dire, parce que moi j'ai un petit garçon qui est franco-gabonais, ivoirien également, s'il veut jouer au foot demain, on va lui dire non, cette année, repasse l'année prochaine, t'es noir, le taux de quota est dépassé, tu ne peux pas être formé, tu ne peux pas avoir d'éducation, alors que tu as envie de faire ce travail-là, parce qu'on a quand même oublié que les joueurs de foot, normalement, ce ne sont pas que des jambes, c'est aussi un centre de formation, c'est censé former la tête, l'esprit et le corps. Donc on va aller dire à un enfant parce que tu es noir, tu ne peux pas accéder à un centre de formation. Et puis de quoi on parle? Allez par exemple à Clairefontaine. Mais c'est aussi des critères physiques qui sont Au départ, avancés. Il y a une vraie question, et Luis Fernandez en parlait, qui est sur le profil de joueurs que produit les structures de la Fédération française et aussi les clubs. C'est vrai que depuis 98-2000, la période où on a gagné des titres, on s'est quand même appuyé beaucoup sur des joueurs qui avaient un impact physique et il se trouvait que ces joueurs étaient noirs. Alors qu'est-ce qu'on a fait après? On a pensé que c'était une recette et que finalement les centres de formation ont pris surtout en critère des gens qui étaient d'abord des athlètes. Et donc voilà, mais quelque part la surreprésentation des Noirs, ils en sont à la fois les élus mais surtout les victimes, c'est le regard que portent les dirigeants, les formateurs sur eux, en associant la force physique aux Noirs. Alors qu'il y a des gens noirs et de couleur noire qui peuvent être tout à fait techniques, j'imagine. On va poser la question à Claude Leroy. Mais ceux-là, on va peut-être moins les prendre. Donc, qu'il y ait une remise en cause, c'était effectivement nécessaire, puisque depuis, il y a eu l'Espagne, il y a eu Barcelone, avec des joueurs très physiques, mais qui ne sont pas forcément des armoires de 1m85. Mais pour discuter avec des gens qui étaient dans les centres de formation, ils ont dit, maintenant, le profil des années 2000 en France, c'est un coureur de 400 mètres. Quelqu'un qui court vite, qui a ce qu'on appelle l'explosivité, qui est de la puissance et de la rapidité. Et on a aussi oublié peut-être de s'intéresser aux qualités techniques. On a également oublié... Je voudrais qu'on donne la parole, si vous voulez bien, à Claude Leroy. Alors, il y a eu Liliane Thuram qui a eu cette phrase qui était totalement révoltée. Quand va-t-on comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous courez plus vite ou que vous êtes moins intelligent? Vous êtes d'accord avec ça, Claude Leroy? On ne peut pas dire que sous prétexte qu'on est noir, on est très athlétique, très sportif et qu'on ne peut pas être technique. C'est choquant? Oui, plus que Sammy Davis Junior disait, qu'il avait les 3 handicaps, il était borgne, noir et juif. Non, je pense que ce débat est pathétique parce qu'il provient de deux paramètres importants, c'est l'ignorance et le manque de culture. Donc ça donne le manque de tolérance, ça donne le manque d'ouverture. Le manque de compétences au niveau de la direction technique nationale, parce qu'il y a des gens qui depuis des années, des décades, sont confinés ou à Vichy ou à Clairefontaine sans avoir jamais eu aucune expérience du monde international, donc sans avoir aucune habitude de ce que sont les autres cultures. Et puis, je disais le manque de culture, parce que Laurent Blanc, il s'est fait piéger
dans une réunion d'une vingtaine de personnes. Bien évidemment, j'entendais ce que Joachim disait tout à l'heure, on peut complètement contester son intervention dans cette réunion, mais on sait très bien que lui, fondamentalement, il n'est pas raciste, mais dès qu'il y a 2 ou 3 personnes qui emploient des mots un petit peu savants devant lui dans une réunion prétextant certains diplômes, des intellectuels un peu de supermarché, il se laisse impressionner par ce genre de discours et il cautionne et il se fait piéger. Mais il n'y a pas à être étonné en France de ce genre de discussion aujourd'hui. Il n'y a qu'à partir du discours de Dakar jusqu'à celui de Grenoble, jusqu'au problème d'identité nationale. Et puis on a l'air d'être étonné d'un seul coup qu'il y a 25 ou 30% de gens qui votent pour des partis extrémistes à des élections et que dans le football, il puisse y avoir du racisme. Bien évidemment, il y a du racisme. Je voudrais que Joachim Barbier, je pense que c'est lui qui m'a raconté une histoire un jour d'un entraîneur français assez connu qui travaillait en Afrique et qui, comme critère de compétence, alors à qui il demandait alors tout se passe bien dans ce pays, et il disait bien sûr, un staff, moi, 7 blancs. C'était un entraîneur français qui travaillait dans un pays africain et qui considérait que le critère de la plus grande compétence dans un pays africain, c'était d'avoir un staff de 7 blancs. Ça veut tout dire. Moi, j'ai toujours eu des staffs, beaucoup de joueurs, beaucoup de staffs locaux. Quand j'ai travaillé à l'étranger, j'ai fait venir des Sénégalais, Boubacar Sarlocotte, Mandia Tifal, des Tunisiens, Tem Swissi, avec moi dans mes staffs, dans d'autres pays étrangers que le leur. Et ça s'est toujours bien passé, mais ça, c'est un problème je pense, de culture, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout. Or, en France, on en manque à tous les niveaux, mais pas seulement dans le football. Claude, une dernière question. Vous allez rester avec nous. Est-ce que vous avez déjà rencontré, vous qui avez entraîné de nombreuses équipes africaines, est-ce que vous avez déjà rencontré des joueurs qui ont préféré jouer dans une équipe nationale africaine et non pas en équipe de France? J'en ai rencontré quand ils ont pas été sélectionnés en équipe de France. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Mandanda, le petit Bouemba, Balotelli, quand j'ai entraîné pour les 2 premiers la République démocratique du Congo et pour Balotelli, Mario Balotelli, le Ghana, j'ai tout fait pour essayer de les prendre avec moi en équipe nationale et de la RDC et du Ghana, mais bon, tous les 3 que j'ai rencontrés, dont je suis allé rencontrer les parents ou les sœurs ou ceux qui s'occupaient d'eux, m'ont dit non, qu'ils privilégiaient pour les uns l'équipe de France et pour l'autre l'équipe d'Italie. Après, bien évidemment, on a récupéré dans les équipes nationales ceux dont la France ne voulait pas. À une exception près, c'est André Ayou, le fils d'Abedi Pelé, que j'ai pris avec moi en équipe nationale, alors qu'il avait joué dans jamais aucune équipe nationale au Ghana. Je l'ai pris avec moi en équipe nationale à 17 ans, et qui lui a fait le choix, très jeune, sachant qu'il aurait peut-être eu une chance de jouer en équipe de France un peu plus tard, qui a fait le choix très jeune de l'équipe nationale du pays de ses parents. C'est le seul contre-exemple que je puisse donner à tous les autres exemples. On va faire une pause, si vous le voulez bien. On va se retrouver dans la deuxième partie du débat avec cette question. Le football français est-il raciste? Et Claude Leroy l'évoquait à l'instant. Finalement, ce football français est peut-être aujourd'hui à l'image de notre société française qui cherche des boucs émissaires, qui stigmatise. On va en reparler dans un instant. Une petite pause, à tout de suite.